Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Midi 2 sur Sun. Vous écoutez Sun Culture, votre rendez-vous qui donne la parole chaque semaine aux acteurs et aux actrices du secteur culturel des Pays de la Loire. Cette semaine, cap sur un temps fort de la vie culturelle nantaise, les BIS, pour les Biennales internationales du spectacle qui se sont tenues les 21 et les 22 janvier à la Cité des Congrès de Nantes. Pour rappel, les BIS, c'est le grand rendez-vous des professionnels du spectacle et des acteurs culturels. 2 jours de rencontres, de débats, de stands, de formations qui réunissent plusieurs milliers de participants et de participantes qui sont venus de toute la France. Aujourd'hui, pour en parler, Sun Culture reçoit Vincent Guillon, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles et professeur associé à Sciences Po Grenoble. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qu'est l'Observatoire des politiques culturelles ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Et à quoi servent vos travaux ? Alors, l'Observatoire des politiques culturelles est un organisme national qui est implanté à Grenoble et qui a été créé en 1989 pour accompagner la montée en puissance des politiques culturelles territoriales, c'est-à-dire des politiques culturelles des communes, des départements, des régions. Et pour ce faire, il travaille à la fois à la formation des futurs cadres culturels qui travaillent dans ces collectivités. Il travaille à aussi étudier, analyser ce que font ces collectivités territoriales, mais aussi ce que fait l'État dans le domaine des politiques culturelles. Il est aussi éditeur, l'Observatoire, puisqu'il édite une revue, un média en ligne. Et de façon générale, il cherche à animer le débat public, à porter à la connaissance des responsables politiques, notamment, un certain nombre de sujets liés au secteur culturel. On va revenir ensemble maintenant sur l'édition 2026 des BIS et plus largement sur la question « Comment va la culture en ce début d'année 2026 ?» Est-ce que déjà, peut-être tu peux nous dire pourquoi les BIS, c'est un rendez-vous important pour le secteur culturel ? Bien, c'est un rendez-vous important de manière générale parce que c'est un petit peu un rituel, un rituel pour les professionnels du spectacle vivant en particulier, qui viennent au BIS bien pour nourrir leur réseau, pour se connaître, pour aussi faire leur marché dans le domaine musical. Et c'est aussi un événement professionnel dans lequel il y a beaucoup de temps d'échanges, de rencontres qui sont organisées entre professionnels et entre responsables politiques. Donc ça fait partie de ces événements qui marquent un petit peu la vie des professionnels de façon rituelle. Cette édition s'est déroulée dans un moment assez tendu quand même pour le spectacle vivant, avec des budgets qui sont sous pression. Depuis l'Observatoire des politiques culturelles, comment est-ce que tu décrirais l'état de santé du secteur aujourd'hui, à l'échelle nationale bien sûr ? Cet état de santé du secteur, il est pas très bon. Il est pas très bon et il est historiquement mauvais même. C'est-à-dire que c'est un secteur d'activité qui s'est beaucoup développé depuis les années 80 à travers une volonté politique forte de soutenir les activités artistiques et culturelles. Et il n'y avait pas eu, depuis ces années 80, une crise aussi importante qui traverse ce secteur, qui est liée à la fois à des problèmes budgétaires, des problèmes de financement des activités culturelles, et aussi des problèmes politiques, c'est-à-dire le rapport des élus à la culture, à ce secteur culturel, a évolué et s'est dégradé ou s'est modifié, on pourra y revenir. Est-ce que c'est pour cela que dans son édito, Nicolas Marc, qui est le créateur, le directeur des BIS, a écrit que cette édition 2026 s'annonçait comme la plus essentielle depuis leur création il y a plus de 20 ans. Est-ce que ça a été le cas à ton avis ? Alors, oui, c'était une édition importante à plusieurs titres. Déjà parce qu'elle a lieu à Nantes. Et Nantes a été un petit peu l'épicentre du fait d'un certain nombre de décisions régionales, tout un mouvement de protestation, de contestation, d'alerte du secteur culturel sur la mauvaise santé
justement de l'action publique dans ce domaine-là. Donc le fait que ça se tienne à Nantes donne une dimension aussi très symbolique, très politique à cette édition des BIS. C'est aussi important de façon nationale parce que, comme je le disais, c'est un secteur qui ne va pas très bien et du coup qui compte sur ce type d'événement pour faire porter sa voix à l'extérieur, pour faire passer des messages d'alerte, pour sensibiliser les médias, les responsables politiques à une cause auquel, semble-t-il, ils adhèrent un peu moins qu'avant. Tu es intervenu au BIS. Est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement quels ont été les grands messages que tu es venu faire passer? Quelles sont aussi les tendances que tu vois se dessiner? Est-ce qu'on est dans du recul, de la reconfiguration, peut-être de la priorisation? Alors, effectivement, c'est une édition qui était une édition qui faisait passer plutôt un message de crainte finalement du secteur. Donc, on a pu entendre beaucoup de manifestations de cette inquiétude et on pourrait la préciser de trois manières. Une première manière, c'est de venir amener quelques éléments sur l'évolution des budgets notamment des collectivités territoriales, puisqu'en 2025, on a une collectivité territoriale sur deux qui a baissé de façon souvent significative ses budgets culturels totaux et ses budgets culturels de fonctionnement. Ce qui est une situation tout à fait inédite. Et l'inquiétude porte notamment sur l'échelon des départements et des régions, alors qu'ils ne constituent pas les principaux financeurs de la vie culturelle, mais qui constituent néanmoins des financeurs qui sont importants pour la stabilité de ces activités et pour leur pérennité. Et ces échelons départementaux et régionaux sont ceux qui ont le plus baissé leurs subventions. On a plus de 65% des régions et 70% des départements qui ont baissé leur soutien aux acteurs culturels, ce qui a des conséquences immédiates sur la viabilité économique de ces activités, sur la perte d'emploi, sur le reparamétrage finalement des programmations. Donc on a déjà ce message d'alerte et d'information sur la situation budgétaire des acteurs culturels et des collectivités territoriales qui a été beaucoup commenté et sur lesquels les acteurs ont pu échanger avec les responsables publics. Une autre dimension est l'évolution du rapport politique des élus à la culture. Jusqu'ici, il y avait comme un consensus sur l'utilité d'une politique culturelle et sur les valeurs qu'on y mettait. Et une de ces valeurs qui était partagée de part et d'autre de l'échiquier politique, c'est-à-dire aussi bien par des élus de gauche que de droite, était le fait que ce secteur fonctionnait avec une certaine autonomie. Une autonomie de programmation, une autonomie d'activité, une autonomie esthétique et aussi une autonomie politique. Et on a de plus en plus une évolution quant à ce consensus qui était de nouveau partagé par les familles de gauche comme de droite. Et on voit d'autres rapports politiques aux activités culturelles qui se nouent. Alors, ça peut être de plusieurs manières. On a, dans un certain nombre de collectivités territoriales, ce qui explique aussi ces baisses de budget, ce qu'on pourrait qualifier assez simplement d'une forme de désintérêt. C'est-à-dire, on considère que le soutien à ces activités est moins utile d'un point de vue civique, d'un point de vue social, d'un point de vue éducatif. Et que aussi, il est peut-être moins en mesure d'asseoir une image positive pour des élus qui cherchent aussi à faire de la politique avec la culture. Et c'est bien normal, on ne leur interdit pas. Mais là où ça avait été plutôt moteur pour le développement de ce secteur, on voit que du fait d'un certain nombre de tensions sociales, de procès aussi en élitisme des politiques culturelles, eh ben ce rapport des élus à la culture est plus distant. Ça, c'est un premier cas de figure. On a d'autres cas de figure où
on voit que les politiques culturelles sont un peu prises en otage dans des oppositions qui les dépassent. Et des oppositions qui sont bien souvent assez binaires ou caricaturales et qui structurent pourtant le débat politique entre peuple et élite, entre la France des métropoles et la France des territoires plus périphériques, entre ce qu'on va qualifier de wokisme, de gauchisme, et d'un côté, et puis de postures plus conservatrices, plus identitaires de l'autre. Et là où les politiques culturelles jusqu'ici échappaient à ces grandes oppositions politiques, elles sont de plus en plus prises en otage et investies par ces oppositions politiques, ce qui fait que de plus en plus les élus font de la politique avec la culture à travers justement ces conflictualités ou ces oppositions qui traversent tout le champ social et politique. Et puis on a d'autres cas de figure encore, et c'est le cas de la région Pays de la Loire, je crois, où on va s'emparer ou se réemparer des politiques culturelles, mais par la négative. C'est-à-dire en cherchant à déjuger, disqualifier, porter un discours de défiance vis-à-vis des acteurs culturels afin de le capitaliser politiquement, c'est-à-dire faire de la politique avec la culture, non pas pour accompagner le développement de ces activités culturelles, mais contre le secteur culturel. Et on voit que là, à travers ces trois mouvements qui sont des mouvements de modification du rapport des élus à la culture, on aboutit à une forte fragilisation du secteur culturel. Et du coup, face à ce constat, quels sont pour toi les grands défis qui attendent le secteur culturel là, dans les années à venir ? Le défi principal, c'est d'arriver à faire réentendre le sens politique d'un soutien à ces activités. Donc on a là un travail de conviction à réaliser, et aussi, je crois, un travail un petit peu d'objectivation des procès ou des griefs qui sont faits à ce secteur. Souvent, un des procès qu'on lui fait, c'est sa forte dépendance à l'argent public. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces activités culturelles, comme une radio associative d'ailleurs, ne peuvent pas exister sans subvention publique. Elles sont structurellement déficitaires. Donc ce n'est pas que ces acteurs culturels sont dépendants parce qu'incapables de fonctionner autrement. C'est qu'ils ne peuvent pas fonctionner autrement du fait même de la nature de leur activité et de leur production. L'autre aspect, c'est qu'il faut remettre un petit peu des ordres de grandeur. Le coût total des budgets publics, je devrais pas le dire comme ça, le niveau des budgets publics consacrés à la culture en France s'élève à 19 milliards d'euros. Si vous le rapportez, par exemple, au budget qui est consacré aux aides aux entreprises en France, il s'élève celui-ci à 180 milliards d'euros. Si on prend uniquement un crédit d'impôt, c'est-à-dire des impôts que ne payent pas les entreprises, qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, il s'élève à 7 milliards d'euros et il est capté par 50 entreprises en France. C'est 2 fois plus, quasiment, que le budget du ministère de la Culture. Donc il faut remettre aussi un petit peu en perspective ce coût public qui est dénoncé par certains acteurs politiques pour finalement se rendre compte qu'il est très relatif. Et qu'à l'inverse, l'utilité sociale, l'importance aussi d'avoir un travail artistique auprès des personnes plus vulnérables, auprès des enfants, et puis de manière générale un soutien à un travail qui réinvente des formes, des récits, des histoires, des imaginaires, c'est indispensable pour la bonne santé d'une société. Et il me semble pas que le coût public pour ce soutien soit faramineux. Et qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir quand tu regardes du coup la culture aujourd'hui ? Eh bien, ce qui me donne espoir, c'est que déjà,
je crois qu'il n'y a pas une défiance majoritaire du politique vis-à-vis des arts et de la culture. Il y a un certain nombre d'éléments qui tiennent au fait que les collectivités territoriales ont aussi des difficultés qui sont objectives et qui tiennent en particulier à une situation qui est que l'État leur fait peser une part importante du déficit public. C'est-à-dire que ces collectivités territoriales, on leur demande de faire des économies pour un déficit public dont elles ne sont pas responsables en premier lieu. Autre élément, depuis un certain nombre de temps, l'État a repris la main sur le financement de ces collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, normalement, elle a une libre administration, c'est-à-dire qu'elle peut conduire les politiques qu'elle entend conduire en levant des impôts et en étant maître ou maîtresse des impôts qu'elle entend collecter pour conduire ses politiques publiques. Et de plus en plus, l'État a repris à son compte la fiscalité et a repris la main sur les dotations qu'il fait aux collectivités territoriales. Donc il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas forcément un rapport très défiant aux activités culturelles, mais qui sont aussi dans des situations où ils peinent à maîtriser les recettes et les budgets de leur collectivité territoriale. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de revendications pour avoir une nouvelle étape de ce qu'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire la façon dont les collectivités territoriales s'organisent sur le territoire national pour qu'elles récupèrent un petit peu de capacité de financement. Et sans doute que dans ce cadre-là, on peut espérer que les politiques culturelles soient un petit peu moins malmenées. Et puis, peut-être que un des autres espoirs qu'on peut avoir, c'est celui de la preuve par les faits, quelque part. C'est-à-dire une société avec moins de vie culturelle. On peut penser que c'est une société avec des passions tristes un petit peu plus fortes. Et j'espère que le personnel politique pourra aussi en faire le constat et réagir en conséquence. On partage avec toi ce mot d'espoir et de la fin. Merci beaucoup à Vincent pour ton regard sur la culture et puis sur tout ce que cette édition 2026 des BIS nous raconte de son état aujourd'hui et de son avenir. On nous donne rendez-vous dans 2 ans, j'espère, pour une nouvelle édition des BIS. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sun Culture, direction Angers, avec Camille Blourdier à la découverte du festival Le Printemps des Orgues. Très belle journée à l'écoute de Sun. Sun Culture à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.